Nouvelle vidéo d'introduction à l'analyse technique, ici dédiée à l'utilisation et je dirais à la détection des divergences. Voilà. Donc première partie théorique, comme d'habitude. Deuxième partie, une petite capture d'écran pour illustrer une divergence, en l'occurrence sur le RSI, parce que généralement c'est vrai que on vient quand même les distinguer bien souvent sur le RSI. On verra que c'est pas le seul outil technique via lequel on peut détecter ce type d'éléments techniques, mais malgré tout, c'est vrai que bien souvent, on le trace sur le RSI. Alors, et enfin, troisième et dernière partie de la vidéo, on jettera un petit coup d'œil directement sur Xstation pour détecter les outils qui vont nous servir directement sur la plateforme. Avant toute chose, Norman Green, donc à l'occasion de la 5e conférence annuelle de l'IFTA. Alors l'IFTA, c'est l'acronyme anglais simplement pour distinguer la Fédération internationale de l'analyse technique. Eh bien, c'est globalement le premier auteur, le premier analyste à avoir véritablement mis en évidence, en tout cas de manière aussi claire, aussi fiable, en 1992, donc ça reste quand même relativement récent, eh bien le principe de divergence. Avant toute chose, j'en ai un petit peu parlé à l'occasion de l'introduction, un oscillateur est indispensable, un oscillateur est requis pour détecter ici les divergences, en tout cas les divergences les plus classiques. J'ouvre une petite porte pour vous donner envie de vous renseigner sur un autre type de divergence, ce qu'on appelle généralement les divergences cachées. Je n'en parlerai pas ici pour des raisons de format de la vidéo, mais globalement c'est clairement une notion sur laquelle je vous invite à vous renseigner. Alors, une divergence, qu'est-ce que c'est ? On le verra évidemment visuellement dans quelques instants, mais globalement ça correspond à un comportement illogique, entre guillemets, visuellement. On va remarquer que les points hauts de notre graphique, les points hauts de notre sous-jacent vis-à-vis des chandeliers japonais sur une période considérée sont effectivement de plus en plus hauts, mais en parallèle, l'oscillateur, sur la même période, nous donne des points hauts de plus en plus bas. Curieusement. Donc là, on a un comportement illogique. Il y a une sorte de décorrélation entre le comportement, on le verra tout à l'heure graphiquement, entre le comportement, je dirais, du prix, littéralement, du sous-jacent, de l'actif, du chandelier japonais, et celui de l'oscillateur. Alors, à quoi on peut associer finalement une divergence ? C'est littéralement l'un, pas le seul, mais l'un des signes possibles et précurseurs d'un retournement de tendance, en tout cas d'un essoufflement, pour le dire correctement, voire d'un retournement si l'essoufflement persiste et se confirme au niveau des volumes. C'est bien souvent le cas. Voilà. Pour autant, et vous le savez, à chaque vidéo, je viens toujours distinguer, et à chaque formation, quand même un gros bémol. C'est pas un miracle, il n'y a pas d'outil parfait, c'est un indice. Et encore une fois, parmi tout ce que l'on voit en vidéo de formation, il est insuffisant seul. On ne peut pas reposer l'essentiel, enfin en tout cas l'essentiel, pourquoi pas, mais on ne peut pas reposer l'intégralité, pour le dire correctement, de notre stratégie sur la détection et l'utilisation d'une divergence. Ce serait un peu léger, très clairement. Mais ça fait partie des éléments que l'on va mixer au niveau de notre analyse technique, évidemment, et dont on va tenir compte pour distinguer effectivement un essoufflement, un retournement de tendance. Voilà. Alors, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs courants de pensée par rapport aux divergences, mais bon, globalement, ce qu'il faut véritablement retenir, et moi c'est ce qui me parle le plus, c'est que chacun aura un comportement différent face justement à la détection et à l'utilisation des divergences, évidemment, et on en revient toujours à la même chose, ce qui est bien naturel, évidemment par rapport à son horizon d'investissement. Toujours la même chose. Si je suis sur une très petite unité de temps, bon, évidemment, je vais avoir plus de signaux, je vais détecter plus de divergences, par exemple en M5 qu'en D1, c'est évident. Mais en D1, on pourrait se dire, on a peu de signaux, certes, mais ils seront beaucoup plus pertinents, beaucoup plus légitimes. On va évacuer, comme toujours, avec ce même commentaire, j'insiste lourdement dessus, on va évacuer à mesure que l'on augmente notre unité de temps, à mesure que l'on augmente l'ampleur de l'analyse d'un point de vue temporel, on va éliminer beaucoup de faux signaux, on en aura moins, mais ils seront de meilleure qualité. Privilégiez toujours la qualité à la quantité au niveau des signaux. Donc, encore une fois, là, par rapport, on va dire, globalement aux différents courants de pensée qui existent au niveau des divergences, la seule chose qui est importante, c'est votre horizon d'investissement et on va retrouver plusieurs éléments. J'ai beaucoup parlé du RSI, c'est vrai que c'est généralement, comme ça reste l'oscillateur de mon point de vue le plus généralisé, mais on peut tout à fait distinguer des divergences, qu'elles soient haussières, baissières, sur le MACD, sur les stochastiques, sur globalement la plupart des oscillateurs. Alors, petite mention particulière, attention avec le MACD. Parce qu'autant le RSI et le stochastique, ils sont bornés, autant le MACD est non borné. Donc, on va retrouver là aussi quelques distinctions sur le fait que un oscillateur borné a toujours vocation à un moment à
globalement à se rapprocher le plus possible d'une extrémité et tendre vers l'autre, puisqu'il ne peut pas dépasser, par exemple dans le cas du RSI, ni la valeur de 0, il ne peut pas être en dessous, ni la valeur de 100, il ne peut pas être au-dessus. Le MACD, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'il peut adopter littéralement n'importe quelle valeur. On va là aussi, comme pour tout élément technique, chercher la divergence que tout le monde globalement voit et que tout le monde globalement va utiliser pour respecter le principe de prophétie auto-réalisatrice, le fameux que j'évoque pratiquement dans chaque vidéo de formation, en tout cas pour la partie technique. Et naturellement, on va surtout insister également sur les zones de tension quand l'outil est borné, c'est-à-dire qu'une divergence haussière ou baissière sur le RSI est beaucoup plus pertinente quand elle a lieu au sein des zones de tension. Période 14, le RSI, zone de tension de surachat entre 70 et 100, zone de survente entre 0 et 30. Bon, si j'ai une divergence qui m'indique une baisse à venir, en tout cas un essoufflement de la tendance haussière en cours, au profit d'un essoufflement baissier, voire d'un retournement baissier. Bien naturellement, si c'est dans la zone neutre, donc entre 30 et 70 pour une période par défaut de 14, non pas que ce soit pas légitime, mais en tout cas, ce sera moins légitime que si je découvre cette même divergence en zone de surachat. Et inversement, vous l'aurez compris. Alors, idéalement, il nous faut quand même une corrélation macroéconomique, hein, c'est-à-dire que c'est pas tout d'avoir le signe précurseur de retournement, ça n'est qu'un signe, encore une fois, précurseur. Donc ça veut dire que la nouvelle tendance n'est pas encore enclenchée. Ça sous-entend qu'on peut encore continuer à respecter la tendance en cours, donc il ne sert à rien de se placer sur un signe précurseur. Il vaut mieux attendre qu'il soit validé. Quelle peut être la validation? Visuellement, on la voit évidemment par rapport à l'évolution des chantiers japonais, c'est clair, mais on va retrouver cette accélération des volumes en contre-tendance, c'est-à-dire que dans le rapport de force acheteur-vendeur, eh bien, pour garder le même exemple, les vendeurs vont l'emporter au niveau des volumes par rapport aux acheteurs, ils seront plus nombreux, ils représenteront plus d'argent sur le marché. Ça peut être effectivement une corrélation macroéconomique, un déclic comme l'a été, pour ne citer que cet exemple-là, par exemple ces derniers jours, le PIB américain qui a été catastrophique, ça peut être pour le premier trimestre 2015, histoire de remettre la vidéo dans le contexte du moment où je la crée, mais effectivement, ça peut être une des raisons, idéalement. Après, la raison du retournement peut tout à fait être dite d'actualité, peut être liée aux résultats d'une entreprise, peut être simplement technique, simplement spéculative, mais c'est vrai que si on peut détecter une divergence, par exemple sur le RSI, en zone de surachat, en guise de signe précurseur, constater qu'effectivement l'essoufflement se dessine au profit justement d'une corrélation macroéconomique qui me donne une très mauvaise nouvelle économique, effectivement là je commence à avoir une stratégie, un signal sérieux de retournement baissier qui peut être tout à fait prenable, j'allais dire en tout cas qui peut être tout à fait appliqué au niveau de sa plateforme de trading. Alors quid lors d'une tendance de fond très puissante? Méfiance, évidemment méfiance, parce que typiquement ce qui domine, ça reste quand même l'unité temps supérieure. Donc c'est pas tout de détecter une divergence en M30, il faut quand même voir un peu l'allure de la tendance sur les unités temps supérieures, notamment en H4, en D1, etc. Donc attention quand même à bien respecter la tendance de fond s'il y en a une, évidemment, si on n'est pas en range, et d'autant plus si elle est puissante, parce que si on a juste un signal précurseur et sans même respecter le fait que le marché ne s'est pas encore retourné, mais juste en se basant sur le signal précurseur et en plus en trahissant la tendance de fond, ça fait beaucoup de bémols, ça fait beaucoup de risques pris. Idéalement, on saisit une divergence qui va dans le sens de la tendance de fond sur les unités temps supérieures, histoire d'avoir, toujours pareil, j'aime bien cette image-là, la vague, la marée qui nous pousse, hein, littéralement, il vaut mieux nager, il vaut mieux surfer sur une vague que nager à contre-courant. C'est exactement pareil. Voilà, c'est une petite règle. Après, c'est clair que si on a toutes les raisons de croire que même la tendance de fond, quand bien même très puissante, va se retourner, parce que calendrier économique, parce qu'actualité, parce que spéculation, parce que tout un tas de raisons, on est peut-être confronté à un signal incroyable. Mais de mon point de vue, il ne sert à rien de chercher absolument le retournement idéal du marché. On n'est jamais systématiquement acheteur sur les plus bas et vendeur sur les plus hauts. Voilà, il vaut mieux respecter quand même la marée, le courant de fond. On aura plus de signaux, on aura surtout globalement une tendance de fond qui ne sera pas trahie. Voilà, plutôt que de chercher absolument le Saint Graal en cherchant le jour dans l'année où le marché s'effondrera. Voilà. Alors visuellement, ça ressemble à ça. On a très clairement globalement, alors on est sur le euro USD, hein, sur la parité reine, la valeur de l'euro face au dollar américain, en D1. Donc chaque chandelier représente une journée d'évolution, une séance. Globalement, on est à peu près sur le 13 février 2015.
pour le point haut de ma divergence. Et pour le point bas, globalement, on est sur le 31 mars. Alors, on remarque quoi? On remarque que j'ai relié via une petite ligne horizontale, une petite ligne de tendance, j'ai relié des points hauts de plus en plus bas. Donc, synonyme de tendance baissière. Mais en parallèle, mon RSI m'a indiqué des points hauts de plus en plus hauts. J'en reviens à la fameuse notion de comportement visuellement illogique. C'est-à-dire que c'est pas logique. Là, on se dit, tiens, il va y avoir un essoufflement de tendance, il va se passer quelque chose d'assez puissant. Je ne vous fais pas de dessin sur la suite du mouvement, je pense que c'est assez clair. Voilà, tout simplement. Une divergence parmi tant d'autres, qui plus est prise en D1, sur laquelle j'attire littéralement et vraiment votre attention. Alors, ça n'est pas un hasard, mais si on a eu justement ce retournement, on va dire globalement, de tendance assez puissant, c'est justement grâce à une corrélation macroéconomique. Globalement, un mauvais chiffre du PIB américain pour le premier trimestre 2015. Voilà, donc là on a une corrélation technique et macroéconomique intéressante et puissante. Voilà. Alors malgré tout, on pourrait dire oui, mais c'est vrai que la divergence n'a pas été détectée en zone de surachat ou de survente, en zone de tension. Elle a été détectée entre 30 et 70. C'est vrai. Après, il est aussi vrai que le RSI se retrouve relativement rarement, évidemment, en D1, en zone de surachat ou de survente. Mais malgré tout, le commentaire, la critique peut être faite, c'est vrai, sur le fait que la divergence n'a pas été détectée en zone de tension. Donc, comment ça peut se traduire d'un point de vue technique? Simplement en appuyant un peu moins sur les volumes. Voilà. Parce que le signal est un peu moins fiable, un peu moins clair, un peu moins net. Dernière partie de la vidéo, on va voir simplement comment placer nos différents outils. J'ai parlé du RSI, naturellement, dans le petit moteur de recherche dédié d'Xstation aux éléments techniques, on va taper RSI. Alors, par défaut, il est en vert clair, moi je vous invite à le mettre en noir. La période, on va la respecter à 14 par défaut. On a notre RSI en bas, tout à fait classique. Alors, au niveau du placement, je dirais, de la ou des divergences, naturellement, on va prendre une ligne de tendance. Donc, c'est le deuxième bouton en partant du haut, par rapport à la colonne des outils chartistes. On clique dessus. Alors, je ne cherche pas à en distinguer une, mais globalement, on peut l'appliquer n'importe où. C'est-à-dire qu'on peut mettre l'outil chartiste, la ligne de tendance globalement, sur le cadre de l'oscillateur pour détecter notre divergence. Je n'essaie pas d'en détecter une là, je viens juste préciser évidemment comment tracer nos différentes lignes. Et en parallèle, évidemment, sur le graphique. On double-clique dessus pour changer la couleur. Voilà. Alors, il y a, en théorie, un très grand nombre de divergences un peu partout. Le vrai but du jeu, ça va être de se familiariser au niveau de l'œil, au niveau de la détection, pour les voir de plus en plus vite, et les plus pertinentes. Ceci dit, c'est vrai qu'en D1, on va pas en avoir non plus, vous l'aurez bien compris, on va pas en avoir 10 dans le mois, c'est clair. On en a très peu. Mais malgré tout le but du jeu, ça va être de se familiariser avec cette détection et autant que possible de les détecter le plus rapidement possible. Donc là, il n'y a pas de solution miracle, c'est une question d'entraînement et c'est une question de coup d'œil, je dirais, graphique. Voilà. Voilà pour la partie théorique de cette introduction globalement aux divergences. Et comme pour toute vidéo de formation de ce type de format, 10, 15, 20 minutes, ça n'est qu'une introduction. Libre à vous et je vous invite très sincèrement à creuser la chose, surtout par rapport à la détection, surtout par rapport à la familiarisation de ce type de détection. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente journée et n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos de formation. Merci pour votre attention et à bientôt.